Salut Joselito, Salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Je me suis fait. Tu t'y attendais pas à cette question, hein? Non, là, je suis surpris. Je me suis fait une session un peu revival. Figure-toi que le 15 juillet 2017, je suis né un 15 juillet, d'accord? Donc le Personne 15 n'est juillet, parfait. je sais bien. 15 juillet 2017, j'ai fêté mon anniversaire sous la neige. Au J'aurais jamais Chili. cru que j'allais un jour fêter mon anniversaire sous la neige. Et oui, c'était un événement exceptionnel à Santiago le 15 juillet 2017. Il a neigé en ville, ça a tenu. Et Bon, en 15 juillet, c'est pas si exceptionnel, un peu de neige. alors, J'étais là en plus, j'étais là. évidemment que ça y est, je me suis dit, bon, il va tilter. Et oui, On t'a emmené au resto, quelque chose, je me rappelle pas. le 15 juillet 2017, Je t'ai fait il un a bourguignon, neigé. qu'est-ce qu'on a fait? Il a neigé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, figure-toi qu'on a préparé le Pledzi Day. On a préparé un événement. Il fallait faire un événement sur l'inbound marketing. Et c'est là où on a préparé le Pledzi Day. Et en préparant le Pledzi Day, Avec on a travaillé Claire sur Guillou, coucou. la méthode Popigico. Voilà. Et je me Claire suis Guillou dit, qui tiens, ne c'est vrai. travaille que dans des boîtes en K. Après qui pique, bienvenue chez Courmi. Ah, exact. Oui, c'est vrai, en plus, c'était qui pique. Donc voilà. Et donc, bah, je me suis dit d'un seul coup, merde, c'était il y a 5 ans. Il y a 4 ans. 4 ans, Il 5 sait ans. plus compter. 2017. Ah, N'embauchez même pas pas. ce mec dès qu'il y a des règles de 3, c'est mort. C'est même pas la peine. Et oui, on n'est pas en 2022, on est en 2021. C'était il y a 4 ans. Il est Et je me suis fait data-driven, la mais faut lui remarque. compiler les tableaux à l'avance. Je me suis fait la remarque. Je t'écoute même pas. Que, que, que c'était il y a 4 ans. Et que depuis 4 ans, quand même, on est là à la méthode Popigico. Et vendredi dernier, j'étais en train de parler de ça, en fait, la méthode Popigico. Et j'ai renvoyé à quelqu'un un lien vers la vidéo, produire le contenu et pas du Voilà, contenu. vidéo qui était une grosse déclinaison de ce que tu avais raconté sur scène au Plaisidé d'ailleurs. Exactement. Et vidéo qu'on retrouvera ci-dessous. Hein, cliquez bien, mais après avoir regardé celle-là jusqu'au bout, parce que je sens que ça va envoyer. Et puis bah, abonnez-vous, likez, tout ça. Je Donc, travaille mon côté youtubeur. je me suis posé la question. Je me dis, merde, 4 ans se sont passés. Quand quelqu'un me dit, oui, machin, je voudrais faire quelque chose autour de l'inbound, du marketing, le contenu, machin, bah, je dis, vas-y, regarde déjà cette vidéo et regarde, c'est la méthode Popigico. Et je me suis fait la remarque en me disant, mais 4 ans après, dans un domaine où tout va très vite, où tout bouge tout le temps, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que cette méthode fonctionne? Et donc, je te propose qu'on se pose 2 minutes en se disant, on garde, on jette, on améliore. Qu'est-ce qu'on a fait On crame non tout. pas cette semaine, mais qu'est-ce qu'on a fait ces 4 dernières années? Alors On qu'est-ce que t'as crame tout. foutu ces 4 dernières années? Qu'est-ce que tu as Une foutu ces période de 4 4 dernières ans années? n'a pas de nom à ma connaissance. Non. Cette quasi demi-décennie. Cette quasi. Voilà, qu'est-ce qu'on a foutu cette quasi demi-décennie? Bon, quand on fait Waouh. une rétrospective, comment tu t'y prends pour faire une rétrospective? Qu'est-ce que tu regardes? Alors, bah, ce que je regarde, c'est une bonne question en fait. Quand je fais une rétrospective, je me dis juste, déjà 4 ans après, comment je me pitch cette histoire de produire le contenu. Et j'étais assez impressionné parce que j'ai eu l'occasion de la pitcher il n'y a pas longtemps. Je ne changerai pas grand-chose en fait. Je pense que, je me souviens qu'on a travaillé super fort, qu'il faisait super froid dans ton appart, que quand on allumait le gaz, on était à 2 doigts de mourir. Ah bah, le Et sur un monoxyde, ça tape un chantier, peu dans le... le monoxyde, ça tape un peu. Euh, et que putain, que j'en pouvais plus de cette histoire. Et tu me disais, mais si, regarde, mais si, c'est logique. Avec tes dessins, Sean Tijak, allez, Sean Tijak, Je fais-nous un dessine très visuel mal. du truc. Sean Tijak, qui disait, mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Ah ouais, ça, d'accord. Putain, on a galéré. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais en fait, c'était dur de sortir quelque chose euh,
qui aujourd'hui me semble être une évidence. Ouais, ça a été dur les 4 années suivantes de l'expliquer en se disant que c'était une évidence. Et au final, des choses qui nous paraissaient évidentes paraissaient compliquées aux clients. Et tout l'effort des 4 ans, finalement, ça a été de le découper en morceaux toujours plus simples, toujours plus petits. Et puis d'aller vers des choses très très basiques. Donc retour aux basiques. Je lisais encore hier ou avant-hier Andy qui disait tout le monde peut faire compliqué, mais ça demande du génie de faire simple. C'est un peu mon thème de l'année, la simplicité. Alors, tu n'as pas répondu à ma question. Comment tu fais une rétrospective ? Je ne sais pas du tout. Comment tu veux dire comment ? Moi, je l'ai fait dans ma tête. Là, quand tu as une rétrospective à faire professionnellement, personnellement, je sais que tu en fais souvent. Comment tu les abordes ? Ça consiste en quoi ? Quel est l'agenda de la rétro ? Comme je ne suis pas très très organisé, ça consiste en ça dépend. En général, qu'est-ce qui revient ? Intuitivement, qu'est-ce qui revient ? Quand tu me poses la question comme ça, c'est chiant, hein. Ouais, je suis sec. Je me dis, mais en fait, je pars d'aujourd'hui et je me dis, ok, Ouais. et 4 ans avant, j'étais dans quel état d'esprit ? Ouais. Qu'est-ce que je ne comprenais pas qui me semble pourtant évident aujourd'hui ? Ça, c'est cool, ouais. Donc, qu'est-ce que je comprenais pas qui est évident aujourd'hui ? Ouais, j'essaie de me dire, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Tu sais, c'est comme on disait Qu'est-ce quand que tu j'ai as appris à appris ? nager. J'étais dans quel état d'esprit quand j'ai nagé la première fois ? C'est ça qui est intéressant aussi de faire des choses nouvelles et franchement nouvelles régulièrement, c'est de se rappeler comment on est quand on démarre. Sinon, on a le syndrome de l'expert, on oublie. Alors, il y a ces deux-là. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'est-ce qu'on fait encore et qu'est-ce qu'on ne fait plus. Ouais. Et je commencerai même par là. Unbundle. Ben, tu vois, si je devais garder un truc, je donne le truc parce que, en fait, je donne l'histoire. Vendredi dernier, je discute et je dis à la personne, mais si, il faut produire le contenu, regarde la méthode. Et la personne regarde la méthode et me dit, ah, Joselito, en fait, je fais du business aujourd'hui et j'ai pris conscience avec le unbundle, on va l'expliquer après, déstructurer la valeur. Elle me dit, waouh, je comprends mieux pourquoi lorsque j'organise un événement sur Facebook, j'ai 1000 inscrits et pourquoi à l'arrivée, je ne vends pas tant que ça. Il me manquait des étapes. Ouais. Et pourtant, ils ont une première bonne étape. Si tu as 1000 inscrits, c'est que tu as un truc, tu as un début de traction. Il y a un début de quelque chose. Et elle me dit, mais je ne comprenais pas ce que je perdais en cours de route. Et surtout, au moment où on a fait le travail de déstructurer la valeur, la personne me dit, ah, mais cet entonnoir, le fait de le prendre à l'envers, je prends conscience que mon core business n'est peut-être pas le meilleur, en fait. Tu vois, aller-retour dans l'exercice et ça a été une épiphanie. C'était waouh. Et prendre les choses à l'envers, c'est une technique de créativité qui marche pour plein de trucs. C'est assez énorme. Ça marche aussi pour. C'est quoi l'autre exemple que j'allais donner ? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on fait à l'envers tout le temps aussi ? Si, quand tu fais les interviews de Customer Experience, il faut toujours les faire à l'envers. Bref, alors c'est marrant, c'est que ce matin, je faisais encore de l'unbundling pour Poppy Gico. Donc ça, c'est un truc qu'on a aussi... On a condensé cette méthode en une phrase, c'est reverse et unbundle. Donc retourner l'entonnoir et le découper en petits bouts, dépicher, comme on dit en normand. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a gardé. Et mieux que ça, cette méthode, on l'a gardée. Par contre, ce qu'on a complètement changé, c'est qu'avant, on la faisait sous forme de mission. Et on fait plus trop des missions inbound comme ça. Par contre, ce qu'on fait maintenant, c'est que toutes les semaines, j'ai un client au téléphone ou plusieurs qui sont sur des abonnements et on les coach selon cette méthode. Et on leur fait faire le travail avec des assistants qui sont soit chez eux, soit chez nous, peu importe, des rédacteurs, des SEO, des responsables SEO. Et on applique cette méthode en permanence parce que ce qu'on a vraiment découvert ou redécouvert ces 4 dernières années, c'est que le marketing est un process, pas un événement. Pas un événement. Merci Corinne Blanc-Faugère, merci Emmanuel Faure, merci Stéphane Pitt. Toutes les victimes de la méthode. Qui aujourd'hui, Corinne Blanc-Faugère a écrit un bouquin, est en train d'écrire le 2e, ça lui a servi beaucoup. Emmanuel Faure, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui l'a complètement détourné parce qu'il n'arrivait pas à se l'approprier, mais qui finalement a fait toute une révolution copernicienne dans sa tête pour me dire Joselito, il faut que je te dise un truc, j'ai trouvé une méthode, il faut que je t'en parle parce que c'est un truc de fou. Et tu dis ouais, c'est la méthode Poppy Gico, welcome, mais il l'a.
il l'a repris autrement, il l'a digéré autrement, bah, c'est qu'elle était peut-être pas bien présentée. Je pense aussi, pas bien présentée. et voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que chacun a une façon différente de l'aborder. Et moi-même, je la réutilise. Ce matin même, j'étais en train de. On a un petit peu changé la façon dont on présente nos offres, un peu beaucoup, nos offres, pardon. Et j'étais encore en train ce matin de refaire mon plan de contenu autour de ça. Et j'ai repris la méthode telle que je la fais quand j'onboard les clients sur ces offres tempo. Donc ouais, on revient toujours assez basique et on essaye de trouver le meilleur moyen. On rentre plus dans le terrain de la formation quasiment. On est à cheval entre la formation et le conseil. Bah, parce qu'on a bien vu la différence entre les clients qui appliquent dans la durée, qui ont intégré, qui ont appliqué pendant un an, avec l'exemple de Corinne. On en parle dans le webinaire déçu de l'inbound, le lien en dessous, où on donne les cas d'école de personnes qui ont réussi et les cas d'école où ça a été peut-être un peu plus compliqué. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on fasse des missions qui se passent très bien, qu'on fasse des plans de contenu, et puis qu'un an après, il se passe rien. Et c'est comme ça qu'on a évolué, qu'on a arrêté de faire des missions de conseil de 3 mois et qu'on s'est lancé sur quelque chose de plus léger, mais de plus récurrent, pour vraiment apporter ce rythme du process. Ce midi, j'étais à table. Je vais quand même faire une parenthèse des principaux, des fondamentaux de la méthode, hein, mais il y a vraiment deux choses. C'est-à-dire quand tu regardes ton entonnoir de vente, bien souvent, on commence par le haut et on te dit, tu vas produire du contenu. Ce contenu-là, tu vas le diffuser sur les réseaux sociaux. Ça va attirer des gens vers tes offres et progressivement, tu vas leur vendre des choses et ils vont t'acheter ce que tu as à leur vendre. Et pareil pour les interviews d'expérience client, c'est-à-dire qu'on prend toujours les choses d'un point de vue chronologique, c'est l'histoire qu'on veut raconter, attire, convertit et rend service. Mais par contre, quand on est dans une phase de conception ou d'analyse, ou pour se remémorer de sa propre expérience quand on est client, c'est compliqué de le faire dans ce sens-là, parce qu'on part du plus loin et on va vers le plus clair finalement, alors qu'il faut faire l'inverse. C'est ça, et tu vas, et on se disait, quand on a commencé à réfléchir à cette notion des déçus de l'inbound, on était en 2017 en se disant, mais il y a des déçus de l'inbound. Maintenant, arrêtez vos conneries, vous êtes complètement malade, c'est le truc, c'est ce qu'il faut faire, etc. Non. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà, et plusieurs personnes commençaient à dire en 2017 et même avant, attention, on produit du contenu, on en a produit plein, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça veut dire, on a un entonnoir blindé de leads, nos commerciaux, blablabla, 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 blindés de boulot, sauf qu'à la fin, il n'y a pas les euros. Beaucoup de boulot en haut, pas beaucoup d'euros en bas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui coince, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Et puis, il y a eu cette réflexion quand tu as dit, mais non, il faut retourner l'entonnoir. Et c'était, mais pars de ce que tu connais déjà bien, tes clients. Ceux qui ont signé, qui viennent de signer à l'instant, c'est ceux que tu connais le mieux. Exactement. Et dans la valeur. Et voilà, et la valeur, exactement. Et quelqu'un qui vient de signer, c'est quelqu'un qui donne de l'argent. Donc, tu es sûr qu'il trouve de la valeur dans ce que tu fais. Donc, ton travail suivant, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'il achète en vrai? Comme dirait Peter Drucker, le client achète rarement ce que l'entreprise croit vendre. C'est Peter Drucker ou c'est Christensen? Un des deux. Les deux, ils se sont retrouvés. Et ouais, donc qu'est-ce que tu viens de vendre en fait? Qu'est-ce qu'on vient de t'acheter? Pourquoi on te donne de l'argent? Et ça, c'est de la valeur. Et c'est pas si évident. J'ai des clients sur lesquels le business model est un peu particulier parce que c'est à la commission, c'est un système de brokerage, etc. Et c'est souvent difficile de mettre le doigt sur la valeur réelle parce que le business model est biaisé. Donc les gens ne payent pas exactement, tu vois, ou acceptent pas de payer pour la bonne chose. Un peu comme, je sais pas, dans le conseil, on a du mal à payer pour le conseil, on paye que pour l'exécution, mais à la fin, le gros de la valeur est peut-être pas du côté qu'on croit. Bon, bref. Donc tu as des business models biaisés comme ça, mais à la fin, où est la vraie valeur et comment on peut la découper pour en apporter des petits bouts de façon plus scalable. Ça, c'est un truc qu'on garde aujourd'hui, c'est comme tu pars du bas de l'entonnoir, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le terme core business, c'est quelle est ton offre là, qui crée pour tes clients le plus de valeur et qui crée pour toi le plus de valeur. Et bah, tu prends ce morceau-là, c'est ce qui est en bas de ton entonnoir, et tu vas aller le déstructurer, prendre les petits morceaux. Et là, en l'occurrence, pour la personne dont je parle, je l'ai fait ce midi à table. En plus, je viens de recommencer ce midi à table. C'était, ouais, mais moi, je vends des trucs, machin, des missions de conseil à 15 000. Ok, mais dans ta mission de conseil, tu commences par quoi le jour 1? Ben, je fais un audit. Ok. Bon, et tu peux pas vendre juste cet audit-là? Ah ouais, tiens, ah ouais, putain, je pourrais faire ça. Ben, hop, on est remonté un cran. Ouais, et puis, dans cet audit, tu fais quoi? Ben, je fais ABC.
Bon, et si tu me vends des A, ça j'en ai pour 1 heure. Bon, et si tu me vends 1 heure de toi, juste pour faire A, parce que moi j'ai besoin que de A. Oh, ok, très bien. Et là, hop, 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 tu commences à remonter comme ça l'entonnoir et tu le préviens à l'envers. Donc ça, c'est un truc 4 ans après. Franchement, je garde. Ça produit toujours l'effet waouh. Ça rend service. Ça crée vraiment de la valeur justement pour nos clients. Il y a un autre gars qui a dit il n'y a que deux façons de faire des nouveaux business models, c'est de rebundler ou d'unbundler. J'ai oublié l'auteur de la citation, mais... Nous, on propose la version unbundle. Et ça, franchement, 4 ans après, il n'y a pas lieu de changer. Je dirais même que finalement, c'était... historiquement, je me souviens que tu m'avais expliqué au début que ça venait quand même plutôt du monde du e-commerce. Et c'était moins évident pour du B2B. C'était un gros sujet à cette époque-là, à ce moment-là, c'était de se dire ouais, mais est-ce que ça marche dans le B2B? Je pense qu'en 2021, c'est évident que ça marche très bien, B2B, B2C, on s'en fout. Oui, bon, ça j'en ai toujours été convaincu parce que Ouais, je l'ai souvent vu utilisé avec des entonnoirs B2C. Ensuite, ça paraissait évident que sur des métiers de services B2B, c'était évident que ça marchait avec toute l'approche expert visible. Et puis en e-commerce, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais toutes sortes de e-commerce retail où on a des produits complexes qui travaillent entre eux, tu as énormément de contenu que tu peux créer et il y a toujours une composante à information qui est assez évidente sur pas mal de business comme ça. Et là où ça devient plus compliqué, c'est des business peut-être un peu complexes où en même temps la valeur n'est pas clairement perçue. Je donnais des exemples de brokerage à côté et où il y a un peu des types de contenus évidents et SEO que tout le monde va faire et tu as envie de faire pareil parce que tout le monde le fait et les contenus que toi tu dois créer sont un peu compliqués. Pour nous, c'est un peu compliqué aussi parce que ça a été tellement rebattu par des HubSpot, etc., que c'est dur de trouver notre place. Mais pour beaucoup de business, c'est quand même assez facile à mettre en route. On en avait parlé dans les déçus de l'inbound, ou je ne sais plus quel épisode. Le content shock, c'est surtout dans notre métier à nous. Et on avait vu que dans d'autres domaines, le content shock, il n'est pas commencé, quoi. Prenez votre place tout de suite, il n'est pas encore là. C'était sur les... merde, comment ça s'appelait? Voliges? C'est quoi? Les bordures voliges, exactement. Les bordures voliges, exactement. Il y a moyen de choper des places en SEO si vous vendez des bordures voliges. Voilà, si vous vendez des bordures voliges, il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Bon, c'est Marc Andreessen, hein, il n'y a que deux façons de faire du business. Donc on mettra l'article, c'est un article de HBR qui est Harvard Business Review, qu'on mettra en commentaire en dessous sur How to Succeed in Business by Bundling and Unbundling. Bah, appliquez-le aussi à la production de contenu. Le contenu, c'est un unbundling extrême de votre valeur. Donc ça, cool. Écoute, il y avait ça. Donc ça, c'est ce qu'on a gardé. Qu'est-ce qu'on a acheté? C'est ce qu'on a gardé. Alors, ce qu'on a acheté, c'est les missions ponctuelles. Oui, alors ça, je crois qu'on va peut-être ramener, parce que c'est vrai que quand j'onboard des gens sur Tempo, j'ai toujours tendance à faire un petit blog quand même au début, mais beaucoup moins gros que les blogs qu'on faisait il y a 3 ans. Ouais, en fait, ça c'est un vrai sujet et c'est finalement le côté viens, je prends 3 jours, je t'achète la méthode, tu vas me la mettre en place à fond, on va y aller, machin, etc. etc. En fait, il y a 2 choses que je retiens sur les 4 dernières années pour l'avoir bien testé. C'est que, ça demande du temps. Parce que c'est comme toutes les choses, et je reviens là-dessus parce que ça me fait toujours cet effet c'est le sujet quand tu dis aujourd'hui il faut productiser. Sur le coup, quand tu parles de ça, je me dis, ah bah ouais, c'est évident. Et puis au moment de passer à l'acte, je commence à faire des trucs, je me dis, attends, c'est pas si évident que ça. Merde, il faut que je relise le mode d'emploi. Il y a un truc que finalement, j'arrive pas à faire, que je comprends pas. J'arrive pas à le digérer. Oh, navré. Hop. Et ça, tout de même. Ça, c'est un vrai truc. D'où l'idée d'être plutôt sur, viens, on va se parler un peu, mais toutes les semaines que ça infuse. C'est une méthode qu'on utilise aussi pour l'entraînement de nos équipes. Qui est-ce qui m'appelle ?
c'est toi qui m'appelles? J'entends que ça sonne chez toi. J'ai vu un post d'Elon Musk, c'était quand c'était ce matin ou dans la semaine, qui m'a fait penser à ça aussi. Alors j'ai aussi pris des cours de parapente début juin et il faisait pas beau l'après-midi du premier jour. Donc ils nous ont dit bon, on verra la théorie cet après-midi, ce matin on va voler. Voilà, ça c'est. Et donc on a regardé une vidéo allemande pendant 5 minutes et après on a été volé. Et donc ce matin, il y avait ce post d'Elon Musk. Et donc c'est vrai que nous, on onboard un petit peu comme ça les gens qui nous rejoignent en stage. Un lien en dessous vers le super stage Popigico qui dure 6 mois et qui est à la fois une formation et une mise en route. Et donc Elon Musk disait Problem first, theory second is for sure way to go as it establishes relevance, thus improving memory retention. Donc voilà, le problème en premier, se confronter au problème en premier, consulter la théorie en second. C'est la façon d'y aller parce que ça crée une forme de pertinence avant tout dans le cerveau humain et ensuite ça améliore grâce à ça la mémoire, la mémorisation. Et quelqu'un d'autre commentait dans le fil le cerveau humain est extrêmement efficace à virer les informations, pardon, à effacer tout ce qui lui paraît pas pertinent. Donc c'est une forme d'économie d'espace disque dur si vous voulez, où tout ce que le cerveau n'aura pas pu intégrer comme utile, il va l'éliminer. Et c'est sûr qu'une fois que tu es en l'air, tu te dis merde, ça serait bien de savoir comment atterrir. Et tu es sûr que la fois d'après, quand on t'explique comment mieux atterrir et arrêter de te claquer les chevilles, tu vas être beaucoup mieux concentré. Et puis si on veut voir ça sur le plan purement biologique, le docteur Andrew Huberman, dont on mettra aussi un lien en dessous, qui est un super podcast, vous expliquera comment la présence d'adrénaline dans le cerveau, en quantité raisonnable, favorise la concentration et la mémorisation. Et vous savez très bien que si vous êtes pris un retour de bâton lors d'une conversation, vous êtes pris un peu la honte parce que vous aviez dit quelque chose de vraiment bête, vous savez que ça vous a un tout petit peu traumatisé, hop, le petite décharge d'adrénaline, et puis c'est un truc que vous oublierez jamais, vous vous rappelez de la scène, vous vous rappelez de la situation, et vous avez oublié tout le reste. Ouais, exact. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que j'ai dû dire des trucs très cons il n'y a pas longtemps. Je réfléchis. J'ai aucun problème à me faire traumatiser régulièrement. Mais non, au contraire, il faut le chercher quelque part parce que c'est... Et donc voilà, problem first, theory second. Et c'est un peu l'idée avec les méthodes comme ça, la méthode tempo et les méthodes qu'on a en interne, où on va tout de suite se confronter au problème, essayer de faire, on va en chier, proprement dit. Et derrière, quand on va revenir à la théorie... Et on n'est pas encore parfait sur ce jeu-là, parce que moi j'adore la théorie, et j'aime quand ça fait sens, que c'est bien organisé, tout ça, donc je peux passer beaucoup de temps dessus. Mais voilà, s'il y a bien un truc que j'ai changé en 4 ans, c'est cette approche-là, et j'espère qu'encore 4 ans, moins de 4 ans plutôt, mais que d'ici un an, on aura encore pu déblayer plus et rentrer vraiment à fond dans le vif du sujet. Et à ce sujet, on a quelque chose de nouveau, mais j'en parle juste après. Parce que, alors ça, il y a un autre truc, c'est peut-être de ça dont tu veux parler, l'autre truc qui a changé en 4 ans, c'est que, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que je me souviens de l'effet waouh, t'expliques, je me souviens d'un effet waouh, c'était dans le TGV, je peux en parler, c'est avec Stéphane Pi. Je me souviens de cette présentation de la méthode Popigico à 300 km/h dans la voiture bar du TGV. Tu parlais à 300 km/h ou il n'y avait que le train qui allait à 300? Non, le train était à 300 km/h. Je croise Stéphane par hasard sur le quai à la gare de Lyon. Ah, tu vas bien? Ouais, et tout. Ah, bah, tu rentres à Montpellier? Ouais, aussi. Ok, super. Bah, viens, on y va. On se retrouve à la voiture bar? Pas de problème. Et là, comme j'ai mon ordi, j'ai ma 4G et je lui déroule la méthode Popigico. Et là, waouh, c'est génial. Ok, j'en veux pour ma boîte, vas-y et tout, machin, etc. On déroule le truc, on lui donne toute la méthode, il met ça dans la boîte où il était à l'époque, et il y a une espèce de tunnel, temporel, où il se passe rien. Alors attends, ça c'était avant ou après la mission? Rien. Non, ça c'était, il y a une grosse phase de pendant, okay. Et je me suis rendu compte qu'avec d'autres clients, c'était la même chose, c'est-à-dire, viens, je t'explique la méthode Popigico, le client te dit... Ok, super. Bah écoute, tu peux pas me vendre une petite journée où tu me la réexpliques bien et tout, avec mes équipes? Ouais, il n'y a pas de problème, viens, on va le faire comme ça. Tuk. 3 mois après, t'appelles, tu dis ça va et tout. Ouais, super, franchement. Fais voir tes lead magnets. Bon, on a fait des livres blancs. Fais voir tes contenus. Bon, on a fait les mêmes contenus SEO que tout le monde. Dans le meilleur des cas. Ah, mais pourquoi?
Et alors ça, par contre, sur les 4 dernières années, pour moi, je me souviens de cette frustration, sachant que finalement, Corinne Blanc-Faugère, indépendante, elle a suivi le truc à fond. Elle a fait ses devoirs, c'est toutes les semaines et tout machin, jusqu'au moment où son objectif pour elle, c'était je veux me faire repérer, je veux écrire un livre sur mon sujet. Elle a fait la méthode Popigico, elle a travaillé ses offres, elle a produit du contenu, elle a attiré une journaliste, elle a écrit un bouquin, elle l'a édité, elle a fait tout le truc. Et tu dis, mais oh les gars, vous êtes des boîtes, là, vous êtes 50 personnes et vous appliquez pas, alors que Corinne, elle est toute seule, elle a fait le job. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il y a eu, je me souviens de ce premier déclenchement de dire, bon vas-y, on arrête les grosses missions comme ça, où on intellectualise à mort, c'est pas la peine, ils n'arrivent pas à avaler le truc. Ouais. Et puis, entre les deux, on avait testé un format régulier aussi, mais c'était plus sur l'aspect data-driven, et en un moment, les fils se sont touchés entre les deux, quoi. C'est pourquoi celui-là marche et l'autre marche pas. Il y a eu ça, et puis il y a eu, ok, bah, data-driven c'est bien, mais tu n'as pas de data, il t'en manque. Et c'est vrai qu'il y a eu le constat de la méthode est facile à comprendre, les premiers pas finalement ne sont pas très très compliqués, mais tu t'aperçois que le faire dans la durée, ça c'est compliqué. Ouais, parce qu'il y a toujours autre chose qui vient avant, et puis souvent tu es dans des contextes où peut-être ta direction n'est pas hyper méga convaincue, ou en tout cas pas au point de considérer ça comme un sujet prioritaire. Puis on veut être leader de son marché, la voie de référence dans l'écosystème, et puis en même temps on n'a pas trop envie de tirer tout l'écosystème de nous-mêmes. Bon, à un moment il faut assumer quand on est la locomotive, on va tirer plus fort que les wagons, quoi. Ça fait partie du jeu, hein. C'est dans la notion de leadership, le leader il est devant, et il conduit, il lead. Donc si vous voulez pas l'idée, n'essayez pas, perdez pas votre temps. Mais j'étais en déjeuner là ce midi et la personne me dit ouais Joselito, écoute, voilà, j'ai un pote, il a une boîte, machin, il aimerait faire, il est convaincu et tu sais je l'écoute, elle me dit ouais j'ai essayé de je l'ai aidé, je lui en ai parlé un peu, la méthode Popigico et tout, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, tu me dis que tu lui as expliqué la méthode Popigico, ouais, que la personne est convaincue, ouais, et pourquoi vous n'êtes pas en marche? Pourquoi c'est pas déjà là? Bah tu sais, dans sa boîte, le truc, c'est qu'il y a une personne, elle n'est pas là tout le temps, c'est un alternant, etc., etc. Encore un alternant, mais est-ce qu'il reste des CDI en France? Alors, j'étais au téléphone ce matin avec une nana qui travaille sur l'identité de marque et qui me disait, tu sais, en France, design, infographie, penser quelque chose et le concevoir, il y a des subtilités, elles ne sont pas très très bien comprises en France. Et c'est quelqu'un qui a plutôt un parcours à l'international et qui dit, en France, on mélange tout, l'infographiste, il te fait l'identité, la marque, tutti frutti. Et il y a encore, il y a beaucoup d'alternance, pas très plus rôti que tutti. Ah, désolé, attends, je regarde en même temps. J'ai eu un cas où on m'a dit ouais Joselito, pourquoi cette boîte? Regarde cette boîte. Je dis ah ouais regarde, ils font ça, ils font ça. Ah ouais c'est super. Mais t'as vu, ils sont 30, ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous on est 120 et on fait que 2 fois plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est un KPI que tu n'as pas mis dans ton dashboard déjà. Je vais sur LinkedIn et je dis, mais regarde. Le chiffre d'affaires versus équivalent temps plein. Il y a 10 personnes au marketing. Écoute, man, histoire vraie, hein, je dis, regarde, il y a un directeur marketing, une directrice du e-commerce, un responsable sur une partie e-commerce, un vendeur e-commerce, plus ça. Je fais, il y a et le reste est à la logistique, non? Bah voilà. Je dis, bah écoute, c'est tout. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être une déformation. Alors que nous, on a 5 acheteurs, 5 comptables et... Je dis, vous êtes combien au marketing? 2, 1,5 en vrai? D'accord, bah cherche pas. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, par contre c'est ce qui a changé, c'est de dire si vous n'avez pas les ressources, la méthode elle est simple, elle est bien, si vous n'avez pas les ressources, soit vous n'y allez pas du tout, soit délégué, faites faire. Ouais, et faites-le dans l'ordre. Donc c'est l'autre truc qu'on a appris en 4 ans, ou qu'on a réappris, c'est qu'un con assis ira toujours plus loin qu'un intellectuel dans l'inverse. Même celle-là, j'arrive pas à la sortir correctement. Un intellectuel qui marche ira non toujours plus vite qu'un intellectuel assis. C'est sûr, hein.
On ne peut pas Choisis ton tromper camp. 5 fois 5 personnes. Non, c'est pas ça. Non, ouais, donc soyez un con qui marche à un moment. Moi, j'aime. Toi, il marche, pourtant, il y en a bien qui a dit J'aime ça bien chez faire Tonton. l'intellectuel, je- mais à un moment, il faut admettre que c'est pas ça qui fait la différence. À court terme. Alors, Un quelqu'un. intellectuel qui marche ira beaucoup, beaucoup plus vite et plus loin qu'un con assis, ça c'est sûr. Voilà, là, il y a peu de doutes possibles. Alors, soit essayez d'être un intellectuel qui marche si vous pouvez, mais c'est pas forcément facile de le faire de zéro pour plein de raisons, parce que le quotidien nous rend compte déjà. Donc essayons déjà de marcher au quotidien. Il faut marcher un peu tous les jours, ça sera moins dur. Il y avait ce super article qu'on mentionne souvent, votre équipe est lente, accélérez-la, qu'on a traduit, le lien est plus bas. Et donc elle disait, la friction, c'est un concept physique, la friction cinétique est beaucoup moindre que la friction statique. Celle-là, je l'ai bien sortie. Donc, c'est-à-dire que tu veux commencer à pousser quelque chose de très lourd, ça va frotter et tu auras énormément de mal à le faire décoller. Par contre, une fois qu'il est décollé, qu'il a un peu d'énergie cinétique, c'est beaucoup plus facile de maintenir le mouvement. Et ça, on s'en est rendu compte avec nous des nouvelles offres qu'on a créées il y a 1 an et demi. On fait un truc très bête, c'est un peu trop bête, ça me vexait de faire quelque chose d'aussi simple au début, et puis à la fin je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que je pensais pour le faire bien et de la façon qui nous intéressait, et on a mis en place toute une infrastructure autour de ça, du logiciel, de la méthode, etc., du pricing, et maintenant on a ce système où tu prends juste, je sais pas, 4 heures par semaine à minima, mettons, et le simple fait d'avoir ça en récurrent, même si tu sais pas trop quoi en faire au début, ça crée cette énergie de déplacement qu'on va pouvoir derrière exploiter. Donc le simple fait que ça commence à bouger et puis que tu commences à voir des quick wins, à les exécuter rapidement, donc dans la semaine, dans les 2 semaines, dans le mois, et que tu commences à voir des résultats, par exemple en SEO, rien que ça, tu vois, ça donne la pêche à tout le monde et ça crée des idées. Ça permet aussi de trouver des choses qui ont de l'impact. Tu vas faire plein de petites choses et puis à un moment tu fais un petit truc, c'est tout petit et ça a un petit impact. Mais c'est tellement petit que le petit impact que ça te révèle quelque chose sur ce qui marche et sur ce qui a de l'attraction. Donc tu vas refaire un peu plus de ce truc qui a marché. Le ratio entre l'impact et l'effort a été un petit peu inhabituel. Donc tu vas remettre double down, comme on dit en anglais, comme au poker, tu remets sur cette même chose. Et là, tu commences à repérer des choses qui marchent. Et ça, c'est une habitude aussi à développer dans cette attitude de growth marketing. Qu'est-ce qui marche et comment je peux le renforcer? Ce que tu dis là, c'est marrant parce que j'ai eu la conversation hier. J'ai eu une conversation et je dis mais on pourrait faire un truc. En l'occurrence, là c'est chez Bibal et je leur dis, j'étais avec le responsable du marketing et je lui dis sérieux Fabien, il y a un truc qui est complètement chelou. Chez moi là, il y a des gobelets en carton noir marqués Bibal, il y en a plein la rue. Parce qu'il y a un distributeur automatique dans un Carrefour Market. Les gens viennent, prennent le café, jettent le gobelet par terre. Les gens sont des porcs. Je dis, mais tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire sur Facebook une petite opération, ramasse ton gobelet, fais une petite photo, tirage au sort, et puis celui qui a été tiré au sort, il gagne du café, etc. Un truc dans le genre. Ah putain, super bonne idée. Ok, très bien, on la tient, c'est dans la boîte. Au moment de l'exécuter, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que lui, il a des trucs à faire, moi j'ai des trucs à faire, tout le monde a des trucs à faire. Eh oui, c'est une catastrophe. Et tu vois la culture que ça crée où il se passe jamais rien. Et pire que ça. Frustration permanente de dire putain, on a des tas de bonnes idées, on les fait pas. Le pire, c'est qu'une fois que tu l'as sorti de ta bouche, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place et t'es dégoûté. Et j'ai vu pire que ça. J'ai vu des cas où bonne idée, on arrive enfin à l'exécuter pour une fois, et derrière, ça marche. Mon Dieu, ça marche. On arrête tout. Parce que le fait que ça marche, ça crée une surcharge de travail et qu'on n'est pas calibré aujourd'hui pour faire les choses de façon répétitive et double down sur ce qui marche et aller chercher de la traction. Non, dès qu'on a un peu de traction, on arrête tout parce que ça fait du boulot en plus. Et ça, c'est vraiment la culture complètement toxique qu'il faut éviter à tout prix. Ce matin, j'étais avec Malte. J'étais avec un gars de chez Malte et on discute et tout, machin. Il me dit, mais blablabla, on parlait de ça. Et je dis, mais il me dit, ouais, j'aimerais bien. C'est donc le commercial de chez Malte. Il me dit, voilà, j'aimerais bien renforcer ma position sur les PME. Je dis, mais tu sais, le truc que tu rencontres, le problème que tu rencontres, il me dit, oui, est-ce que c'est parce que c'est des vieux? Je dis, non, c'est pas ça. C'est le mode projet. En fait, tu arrives dans des entreprises où ils ne travaillent pas en mode projet
Donc l'idée d'acheter une ressource ponctuelle pour un besoin ponctuel dans le cadre d'un projet où il y a des tout petits morceaux et on se dit ce petit morceau-là, j'ai besoin de le compléter, il me faut juste une ressource, une journée, 2 journées, peut-être qu'elle va me coûter cher sur la journée, mais j'en ai pas besoin tout le temps. Et là, il me dit, ah ouais, C'est comme les bateaux et les avions, il vaut mieux louer qu'acheter. Ben voilà, c'est vaut mieux. Et c'est exactement ce que Il j'ai y en a une autre qui est, il vaut mieux louer l'or plutôt qu'acheter l'argent. Donc, il vaut mieux louer qu'acheter, et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qu'on a présenté la méthode Popigico, on nous a dit, ouais, vas-y, je veux la On a mettre beaucoup en tapé œuvre. sur le mode projet d'ailleurs, alors pour une Et, fois un peu moins. mais ça a été un sujet. Donc, le fait d'avoir proposé ces ressources externes, ces assistants, en disant, on va les mettre en place. Des trucs simples, pour l'instant on a fait simple. Hyper basique. Et un troisième truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qui marche aussi très bien, c'est que ça peut te permettre de travailler tes process. C'est-à-dire que le simple fait que tu prends un truc que toi tu fais et tu as à peu près compris comment le faire, tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu en fais quelque chose de récurrent et tu le regardes de l'extérieur. Et là tu commences à le standardiser plus. Tu remets quelqu'un d'autre dedans, peut-être quelqu'un d'interne, peut-être quelqu'un d'externe. Et là tu as des vrais process. Mais ça, tu le fais une fois que tu as trouvé un truc qui marche. Tu vas pas faire ça sur quelque chose qui n'est pas prouvé. Donc il y a ces différentes phases, et c'est ce qu'on retrouve dans le growth marketing, et c'est une culture marketing moderne, on pourrait dire, qui doit se mettre en place, et on part de zéro en fait. On est très très loin de ça aujourd'hui dans le mainstream marketing, à part quelques startups, ou la plupart des startups pour le coup. Et c'est un de leurs avantages concurrentiels, c'est un des avantages des startups, c'est qu'elles ont compris cette culture-là. Mais avoir cette culture de je fais tourner des process simples pour identifier des choses qui marchent et ensuite je suis capable de les bouger, de les passer en mode un peu plus processé et d'utiliser différentes ressources pour polir ces process avant d'aller un peu plus tard encore créer une équipe dédiée et en faire un process officiel de la boîte, c'est vraiment un des piliers de la boîte. Mais il y a cette sorte d'échelle là et tu fais des mini startups en permanence en fait à l'intérieur d'une boîte moderne et avec du marketing moderne. Alors ça, il y a un autre truc que je t'écoute en même temps, je me dis sur les 4 dernières années, le truc qui m'a marqué, c'est que tu arrives par le biais du marketing en l'occurrence, tu vas travailler sur les offres, etc. etc. Et c'est le management du changement. Je crois que ça, c'est le truc qui m'a le plus scié. Je ne le voyais pas à ce moment-là, quand j'ai fêté mon anniversaire sous la neige, en plein mois de juillet. Que là, par contre, je vois bien. On a encore un super lien à mettre, super podcast avec Stéphane Callot et Caterina Leoni, où on a parlé de conduite du changement. De conduite du changement, et ça a été le truc que je n'avais pas aperçu et qui me semblait évident et qui ne l'est absolument pas. C'est qu'il faut que tu embarques. Il faut que tu embarques du monde dans ton histoire. Donc, ça veut dire que tu expliques la méthode. Et d'un seul coup, alors évidemment, ça implique que le marketing explique aux commerciaux. Ça implique que le marketing explique, tu peux expliquer à la logistique, tu peux expliquer à qui tu veux dans l'organisation. C'est eux qui t'expliquent, c'est pas toi qui expliques, c'est eux qui t'expliquent. C'est-à-dire ? Vas-y. J'y reviens après, vas-y. Ok, c'est que tout le monde doit capter ce que tu es en train de faire et tu vois les forces du changement à l'œuvre, tu pourrais remettre le visuel avec les forces, les deux forces qui vont vers le changement et les 4 forces. C'est un truc qui est pas visible, qui apparaît pas dans la méthode. Et pour le coup, là aussi, dans le management du changement, cette notion d'assistant qui va travailler sur des petits sujets, mais des petits sujets qui vont faire bouger les choses, les gros trucs lourds à bouger au départ, d'une. Et deux, le travailler sous forme de tempo. Et au lieu de dire, viens, on va se mettre à donf pendant 3 mois sur le sujet, c'est plutôt, viens, on va faire une fois par semaine, un petit peu, mais tout le temps et le plus longtemps possible. Et ça il y a cet effet de cumul, les compound effect, comme on dit. Yes. Où le changement s'appuie sur le changement, en fait. Ouais. Je disais, c'est pas à toi, quelque part t'as pas à expliquer, c'est à eux de t'expliquer, mais ça marche à double sens. Alors il faut communiquer sur ce qu'on fait en marketing, que tout le monde participe, mais ça marche d'autant mieux que tu l'as fait dans l'autre sens avant et que ta production, ta logistique, etc., t'as expliqué, et surtout ton service client, les gens qui sont sur le terrain ont pu te faire des retours.
Les process, ils se créent pas tout seuls, ils se créent à partir du terrain. La valeur, elle n'est jamais aussi bien perçue que sur le terrain au contact du client. Coucou Stéphane. C'est un peu la doctrine du Lean. Et donc, le marketing, quelque part, est dans cette interaction permanente avec la valeur, avec le client, et aussi avec les forces productives, si on peut dire. Et c'est eux qui vont te faire ce feedback permanent qui va te donner des idées. Ton unbundling, il vient pas de nulle part. Il vient du terrain. Je lisais un article de Frédéric Jugé qui est tiré de son blog Black Belt Story, qui parlait de ça justement, des frontières. Il parlait de clients internes, clients externes. Vu le titre, c'est un truc de Lean aussi ou... Ouais, carrément. Et il dit les premières lignes. Il dit il faut aller chercher ceux qui travaillent à la frontière entre l'interne et l'externe, donc services clients, commerciaux. Et il prenait l'exemple d'une réunion dans laquelle il dit j'ai commencé à demander aux 14 ou 17 participants quelle est la dernière fois que vous avez vu un client en vrai, ce fameux client dont tout le monde est en train de parler, que vous connaissez si bien. Et il dit finalement il y avait 3 commerciaux dans la salle, c'était les seuls à avoir vu un vrai client récemment. Pour tous les autres, les clients sont très loin, et c'est normal. Et il dit aller à la frontière avec l'interne et l'externe. Normal, oui, c'est normal d'un point de vue statistique, mais ce n'est pas souhaitable, à mon avis, pas à ce point-là. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est vrai que tu as beaucoup de réunions. José Lito, je connais bien mes clients. Quand est-ce que tu as vu ton dernier client ? Quand est-ce que j'ai vu mon dernier client Alors pour quelle activité Pour quelle activité c'est pas plus tard qu'hier. Pour toutes les activités Pour toutes mes activités. Je les vois souvent, mais je leur parle beaucoup. Je les vois souvent. T'es sur Zendesk Non, mais pas forcément. Même pas forcément. Mais je les... bah tiens, mon dernier client, il vient de m'envoyer à l'instant un texto qui dit... LOL, je le cite. Bonjour Monsieur Tirados, merci encore. Les 5 paquets de café sont arrivés ce matin. Monsieur Olivier Morlot, bonjour. Voilà, le type, il est content de m'envoyer un message. Ça a déconné à donf, mais à fond de balle. Hein. Son truc, c'est un merdier depuis le mois de mai. Et là, le type, il est tout content. Merci encore. Tout le temps, je suis en contact avec tous mes clients en permanence. Tu vois, la méthode Popigico, j'en ai parlé tout à l'heure à table. Et on peut dire bonjour, tu la connais, Isabelle Jouli. Voilà, Isabelle, et on était en train de discuter et encore en train de parler de la méthode et pourquoi ça marche pas, comment on l'implémente, pourquoi on ne l'a pas implémenté dans la boîte où elle bosse. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné tout le temps. Et bah pareil, écoute, c'était ma journée client hier, donc j'ai eu au moins 2 clients hier après-midi. Et je crois que si on peut faire si on se dit tiens, en 4 ans, on est parti, on était dans une pâtisserie à Santiago chez Kaiser à faire des petits crobars et à se dire ah bah tiens, il y a une conférence, il y a une animation, le Pledzi Day, c'était le premier Pledzi Day hein, en septembre 2017. C'était la première saison du Pledzi Day. T'avais pas fait le MC ou un truc comme ça ? Si, ouais. J'ai animé cette journée-là et on a travaillé sur 2 sujets. Je me souviens, on a animé avec Sylvain d'Avril, Merlin et Léonard sur le marketing, les étapes pour la maturité. On a travaillé sur le sujet de la maturité marketing, comment l'évaluer et comment progresser, et la méthode Popigico que j'ai présentée à ce moment-là. Et finalement, si on a évolué, si on a gardé des trucs, si on a jeté des trucs, c'est pas parce que nous, ça fait 4 ans qu'on papote comme des cons à se dire ah blablabla, salut. Pas que. Pas que, il y a ça, mais il y a on est ce que tu disais à propos d'Elon Musk, on est allé dans le problème, on est allé dans le dur, on est allé au contact des clients. Et on en a fait des KPI, c'est-à-dire que dans Tempo aussi, j'ai fait ça assez rapidement au début, on en avait parlé. J'ai rajouté une note, en fin de call on a une note maintenant, et j'ai un KPI interne avec les notes de la semaine, de tous les tempos de la semaine.
Et je vois mes notes et ça me permet de me dire aussi pourquoi j'ai pas eu 10 si j'ai pas eu 10, ce qui est assez rare, je vous rassure. C'est vrai en plus. Et donc, mais par contre, parfois, c'est pas top. Et les premiers, et c'est vrai que quand tu regardes la courbe, vraiment les 2 premiers mois, il y avait pas mal de notes médiocres. Et petit à petit, on a complètement changé les process et le format a évolué. Et puis là, on est encore en train de rajouter des variations de format, la façon de structurer ces variations de format. Continuer à entraîner l'équipe. On enregistre une bonne partie des calls qui peuvent être réutilisés en training derrière. Et je vois à quel point cette répétition crée de l'amélioration continue et chez le client et chez nous. Donc le fait de faire quelque chose qui est récurrent aussi, ça crée une amélioration continue, cet effet d'accumulation qu'on n'a pas en mode projet. Donc si on veut revenir à taper sur le mode projet quand même, sinon je me sens pas bien. Moi je déteste la routine et je suis en train de découvrir là ces 2 dernières années à quel point la répétition est finalement un vecteur d'épanouissement et de qualité, quoi. C'est faut que tu le réfléchisses quand même. Mais oui, Oui, parce que c'est pas ma nature, donc il a fallu m'en convaincre. Ah ouais, mais c'est pas la mienne non plus, et je pense que ça a été un gros sujet chez nous, avec Shantisha aussi, de se dire, putain, faudrait choisir un secteur. Ce matin, je pensais à ça parce que je discute avec quelqu'un et on se dit, chez les commerciaux, il y a du KPI, parce qu'elle me dit, mais c'est bizarre, je t'entends souvent parler de KPI là sur LinkedIn, alors que tu es quelqu'un du marketing. Je fais, non, à la base, je suis un commercial, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce que chez mes clients, la plupart des gens que je rencontre, et elle vient du monde du marketing, elle dit, on mesure rien du tout. C'est une horreur. Alors, il faut pas tout mesurer comme un débile. C'est-à-dire, tu sais, il y a Danny Asling qui fait souvent ses posts en disant mais arrêtez avec les CEO qui comprennent pas le marketing, qui ignorent la marque et qui veulent tout mesurer, tout attribuer parce que c'est stupide, surtout sur certains types de business. C'est vrai. Et en même temps, faire du marketing sans mesure en 2021, c'est une blague. Philippe, je le vois encore aujourd'hui, il y a beaucoup On parle bien de marketing pas en mal ligne. d'interlocuteurs quand je leur dis, mais on me dit, mais ça, c'est pas mesurable. Je sais pas, tu t'es posé 2 secondes. Et parfois, c'est vrai, il faut être capable d'admettre qu'un truc n'est pas mesurable, il faut pas être ridiculement quantitatif, mais il faut aussi dire que beaucoup de choses sont au moins un peu mesurables et que s'amuser à les suivre, ça crée un focus. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça, une je prise pense de que, décision qui a du sens, quoi, qui n'est pas au doigt mouillé. on avait ça il y a 4 ans. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que cette notion de mettre de la routine, on l'a vraiment travaillé et je pense qu'on l'a senti à titre professionnel, à titre personnel. Voilà, moi quand je décide de me poser plus d'1 an chez un client en me disant vas-y, là je vais devenir super routinier, ça a été aussi ça, en 4 ans, quand j'ai pris la décision de dire non mais là moi je vais me poser, je vais me mettre de l'autre côté de la barrière, je vais aller vivre dans une entreprise avec des collègues, avec un bureau, avec des réunions du lundi, avec des trucs comme ça. Et ça, la méthode, parce qu'aujourd'hui finalement la méthode, je l'ai ingérée, elle est en moi, je la transpire partout. Et je ferai le bilan en septembre d'un an chez le même client. Et je vois que, le changement prend beaucoup de temps. Et cette histoire de méthode, j'allais presque dire, je veux dire pourquoi après, la philosophie sous-jacente, c'est ça qui prend le plus de temps. Et dans le Lean, Frédéric Jugé, donc allez voir son blog Black Belt Story, c'est un DSI, il est brillantissime et il écrit des super histoires. J'aime beaucoup ces articles de blog parce que c'est des petites capsules, c'est des petites histoires. Les gens du Lean sont forts en anecdotes en général. Et il explique qu'il est sur le marché, donc il est à Aix-en-Provence, il est au marché, il est en train d'acheter et il observe la scène parce que ça fait 20 minutes qu'il est dans la file d'attente. Et, il dit, et quelqu'un lui dit, vous savez, il faut prendre le temps de vivre. Il dit, non, c'est pas prendre le temps de vivre. Là, il y a quelqu'un qui est en train de me voler mon temps par défaut d'organisation. Et il regarde la scène, évidemment, il chronomètre, il regarde sa montre, il chronomètre, il regarde tout un tas de trucs. Donc, je ne vais pas dévoiler son article parce qu'il est vraiment bien foutu. Et il dit, en fait, le lean, et il dit, c'est la nana qui est sur le marché à ce moment-là, qui lui dit, mais pourquoi vous ne mettez pas tout dans des sacs en papier? Pourquoi vous ne donnez pas les sacs en papier aux clients pour qu'eux préemballent leurs achats? Et la nana dit, ben non, ils nous les volent. Et lui, il fait tous les calculs, il te dit, ouais, pour un sac qui coûte 0,0017 centimes, tu perds beaucoup d'argent. Et il dit, le lean, c'est un état d'esprit
C'est pas compliqué en soi, c'est juste que c'est vraiment un état d'esprit et c'est pas que pour les grosses boîtes. Et là, tu vois que c'est data-driven parce que quand tu te focalises sur ce que tu as perdu, ah, on m'a volé un sac. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre si tu gagnes 10 fois plus par ailleurs? Le type dit, elle fait des centimes, la nana fait 18,76 €. Et donc, elle perd du temps à donner des petits centimes, alors que si elle faisait 18,70 €, point, elle perdrait 6 centimes et elle gagnerait 30 secondes. Elle gagnerait 30 secondes et donc 10 €, etc. Et c'est vrai que c'est une question de philosophie. Et je crois que la méthode, ce que je garde à l'issue des 4 ans, c'est que la méthode Poppy Gico, c'est quelque chose qui, moi, m'a permis de me concentrer très fort sur la valeur. Et donc, toutes mes conversations aujourd'hui sont sur cette notion de valeur. Au-delà. C'est pour ça que tu finis par lire des trucs de Lean, par inviter Stéphane 2 ou 3 fois. C'est pour ça que là, dans 15 jours, j'ai loué un camping-car et je ne l'ai pas acheté. Pourquoi j'achèterais un bordel à 60 000 balles pour l'utiliser 3 semaines par an? Je vais le louer pendant 10 ans et par contre, quand je vais repartir en voyage pour la fin de mes jours, je vais l'acheter. Et c'est pour ça que je vais sur Malte et c'est pour ça qu'on prend des assistants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en me disant je ne suis pas bon avec Google Sheet, je préfère payer quelqu'un que moi de m'acharner pendant une demi-journée à faire un tableau sur Google Sheet. C'est ma perception complète du business qui a changé. Et quand je la prends par le prisme du marketing, finalement, je me rends compte 4 ans après que c'est toute ma façon d'être qui a changé. Et c'est ma façon d'appréhender le business. C'est la discussion que j'ai eue ce matin avec une commerciale. C'est tout le temps la même chose. Et on reparlera délégation une autre fois parce que la délégation, c'est un vrai sujet. C'est le cœur du business en fait. Ouais. L'organisation, c'est la délégation. Et j'étais justement tout à l'heure en train d'écrire dans le cadre de nos propres contenus. J'ai unbundlé la valeur des assistants. Et en l'occurrence, la valeur des assistants, c'est de savoir déléguer, de savoir quoi déléguer, comment déléguer, etc. Et savoir quoi faire du temps gagné quand on a délégué. Et donc, je suis en train d'écrire une série d'articles sur les différentes questions de la délégation. Et donc j'ai rouvert mes livres de management qui expliquent très très bien la délégation. Et il faut comprendre que la notion même d'organisation, c'est cette notion de délégation. Et que ça se fait pas au hasard. C'est des sujets finalement assez complexes et peut-être un peu trop négligés dans des petites boîtes de services comme les nôtres et comme beaucoup de nos clients. Ouais. Et on se retrouve avec des cadres ou des dirigeants qui font tout eux-mêmes et qui en font beaucoup trop et qui n'ont jamais de temps pour faire les choses importantes. Et ça paraît extrêmement basique et pourtant ils en sont là, ils en sont toujours là et ils restent dans cette situation très longtemps et ils semblent coincés dans cette situation-là. Et je pense que tout ça revient à un problème de délégation en général. Il faudra qu'on fasse un spécial délégation. Avec Arnaud Pelletier. Ah oui, vous avez fait un spécial délégation avec Arnaud. On a travaillé sur la gestion de projet. Arnaud Pelletier, formateur et consultant en gestion de projets complexes. Ça vaudrait vraiment le coup parce que finalement, tu vois, après, il faut que je me sauve. Là, j'ai encore 6 minutes exactement. Pas moi. On a travaillé sur le sujet de la gestion de projet, la gestion du temps et la performance. Et en fait, on a fait plusieurs épisodes sur la délégation et je voyais ça comme un truc plutôt trivial en disant ouais, bon, délégation, c'est je fais faire aux autres et on n'en parle plus. Et pas du tout. Ce que tu viens de dire est super important. C'est un vrai sujet de fond et il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre ce. Et la délégation n'est pas de l'assignation, c'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est bien de faire ces rétrospectives, Philippe, je trouve. C'est vraiment intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires alors ? Qu'est-ce que j'en retire ? Sois synthétique pour une fois. Sois synthétique, que c'est bon d'avoir une méthode. Et que quand on fait plein de choses comme nous, le fait de faire cet effort qu'on a fait en juillet et août 2017, c'était un bon investissement. 2, ce que je retiens, c'est que le succès est un processus, pas un événement, et que c'est pas simple, c'est facile à dire et pas facile à faire, il faut le faire. Qu'à partir du moment où on envisage les choses en regardant la valeur, la délégation prend tout son sens. Pas mal. Pas mal ? Yes. Le tout. À la semaine prochaine. Avec une deuxième dose de Pfizer dans les veines. Parce que je me sens bien depuis que j'ai la 5G, je te jure, je suis à fond de balle. On avait dit que c'était fini les blagues sur la 5G. À la semaine prochaine, Philippe. À la semaine prochaine, ciao.